madame, mademoiselle, monsieur. Bon après-midi sur France 3. Bonjour, nous sommes à Sainte-Mère-Église. Vous l'avez compris, un dimanche en France, le débarquement, la voie de la liberté, cet après-midi, pendant 90 minutes sur France 3. Nous sommes ici à Sainte-Mère-Église, une des premières villes libérées d'Europe. C'était le 6 juin 1944 à 4h30 du matin, il y a 70 ans. 2 jours après cette date anniversaire, eh bien, nous allons faire revivre l'effervescence autour des commémorations qui se tiennent ici depuis plus d'une semaine. D'ailleurs, midi en France s'en est fait l'écho tous les jours de 10h50 à 11h45. Vous venez de voir la région Basse-Normandie. Voici ce département de la Manche. Vous voyez ce point rouge? Eh bien, c'est là, Sainte-Mère-Église. Vous voyez ces plages? Il y avait Utah, Omaha, Gold, Juneau. Évidemment, une plage dans la Manche et les autres sur le Calvados. Merci aux Sainte-Mère-Églisains d'être si nombreux cet après-midi, en ce dimanche, d'être là avec nous. Nous allons aussi donner, vous l'avez compris, la parole aux civils, ces témoins trop longtemps oubliés de cette page de l'histoire, mais aussi à ceux qui ont participé à ce devoir de mémoire. J'aimerais qu'on applaudisse aujourd'hui, regardez, ces témoins qui étaient là lors du débarquement. Il y a Michel, Geneviève, Marcel, Julien, Édouard, Daniel et Michel avec son petit drapeau juste au-dessus. Merci beaucoup et hommage vous est rendu une fois de plus aujourd'hui, vous grands témoins de cette histoire civile qui avez vécu ce débarquement ici à Sainte-Mère-Église et en Normandie. Pour nous accompagner cet après-midi, eh bien pour mieux comprendre comment s'est jouée cette incroyable mission du débarquement, notre historien, mon historien préféré, monsieur Jean-Sébastien Petit-Demange, qui reviendra sur les théâtres d'opérations qui mèneront les Alliés à la victoire, du débarquement à la bataille de Normandie. Et puis, à nos côtés également, Evelyne Thomas, sa convivialité, sa proximité dans les témoignages. Elle donnera la voix à ces éternels héros, premiers précieux témoins de l'histoire. Et évidemment, la parole aux civils, vous vous en doutez. Et puis, il y a Vincent Ferniaud qui est avec nous, le lieutenant Ferniaud qui vous fera vivre. Regardez-le, qui nous replongera dans le quotidien de ses soldats et de ses paras. Bonjour lieutenant, merci d'être avec nous. Regardez ce que vous allez découvrir dans un dimanche en France consacré au débarquement et à la voie de la liberté. Ce 6 juin 1944, nous allons vous le raconter à travers les plages du débarquement. La plus grande opération militaire de tous les temps. Et dans cette immense armada fondée par les Alliés, étaient aussi engagés des Français, sous les ordres du commandant Kiefer ou sous l'uniforme américain. Les premiers héros, ce sont les civils, ces Normands. Ils ont vécu et joué un rôle dans les premières heures de la libération. Encore présents parmi nous, ces mémoires vivantes nous confient leurs précieux témoignages. Vous allez voir souvent très poignants. Et puis le devoir de mémoire, 70 ans après, il transmet et se raconte encore aujourd'hui à travers les générations, que ce soit par les professeurs d'histoire, mais aussi grâce au travail des associations et des passionnés qui commémorent le courage de nos libérateurs. On parlera de Colville et du cimetière de la Combe, évidemment. Merci à vous d'être avec nous. Merci aux Sainte-Mère-Église encore de nous supporter. Regardez tous ces hommes en tenue, tous ces véhicules. Eh bien, cet après-midi sur France 3, vous allez revivre ce débarquement et cette voie de la liberté. Ouvrons à présent notre magazine en commençant par cette nuit du 5 au 6 juin. Plusieurs centaines d'avions apparaissent dans le ciel du Cotentin et annoncent la nuit de la liberté. Jean-Sébastien Petit-Demange, lâché au-dessus de la Manche, évidemment, des milliers d'avions arrivent et les paras vont sauter sur Sainte-Mère-Église. C'est un petit peu ça, c'est la bataille de la nuit du 5 au 6 juin. Absolument, l'opération Neptune est lancée premier jour de Overlord. La météo est absolument épouvantable, mais Eisenhower ne peut plus reculer. Les hommes sont dans les bateaux sont même parfois déjà partis depuis 48 heures, donc il faut absolument débarquer. Alors l'opération, elle est lancée. D'abord, on a pilonné, on a bombardé pour préparer l'arrivée des troupes à pied. 0h45, les hommes de la 101e Airborne sautent sur le Cotentin, suivis quelques minutes après par ceux de la 82e Airborne qui plongent sur Sainte-Mère-Église. Un objectif: tenir des points stratégiques et dégager les accès aux plages. Les conditions météo sont cataclysmiques, ce qui fait que les parachutistes tombent pas forcément au bon endroit, comme John Steele, qui est symbolisé ici par ce mannequin. Il se retrouve accroché au clocher de Sainte-Mère-Église. Il est blessé au pied. Il réussit, les Allemands le font prisonnier. Il réussit à s'évader quelques jours plus tard. Au-delà de l'anecdote historique et de la carte postale, c'est un véritable symbole et un hommage à des soldats d'un genre nouveau, les parachutistes. Récit de l'épopée des aigles hurlants
de la 101e Airborne. Nuit du 5 au 6 juin 1944. Dans les airs, 800 avions de type C-47 larguent les parachutistes au-dessus de Sainte-Mère-Église et aux environs. Une innovation en matière de combat militaire. Parmi eux, les célèbres paras de la 101e Airborne, ici en présence du général Eisenhower. Ils vont jouer un rôle primordial dans le débarquement et dans la libération de la Normandie. Au total, ce sont plus de 15 000 parachutistes largués dans le ciel du Nord-Cotentin cette nuit-là. Les anges gardiens du débarquement. Une fois à terre, pour se repérer dans la nuit noire, une seule technique, un seul instrument. Le général Taylor voulait que ces hommes puissent avoir un signe de reconnaissance une fois au sol pendant la nuit pour s'identifier. Donc le principe était simple, chaque parachutiste de la 101e Airborne avait ce criquet et quand ils étaient seuls dans la nuit, ils devaient faire un clic, comme ceci, et s'ils étaient en présence d'une unité amie, d'un collègue de la même compagnie, cette personne devait répondre par 2 clics. Ils savaient dès lors qu'ils étaient en présence d'unités amies et qu'ils pouvaient donc sortir de la haie pour s'identifier et pour se regrouper. Si certains parachutistes touchent terre sans encombre, des centaines d'autres trouveront la mort, à peine atterris noyés dans les marais. Les Allemands ayant bloqué l'écluse de la Barquette et inondé les alentours de Sainte-Mère-Église. Une seule mission pour la 101e Airborne, reprendre l'écluse de la Barquette à l'armée allemande. Une mission confiée à une élite, les Filthy 13, les 13 salopards. Si ces parachutistes ont marqué les esprits avec leur peinture de guerre et leur coupe d'Iroquois, ils ont surtout réussi l'impensable, prendre ce point d'eau stratégique aux Allemands. L'objectif principal de cette unité était de prendre l'écluse de la Barquette qui est derrière moi, parce que les Allemands avaient bloqué cette écluse de la Barquette pour inonder les marais. Ces hommes du Filthy 13 sont restés des personnages ô combien emblématiques du débarquement de Normandie. Emmanuel est passionné par la division de la 101e Airborne. Il y a 5 ans, il a racheté la maison qui a servi de poste de commandement aux parachutistes américains, le célèbre Deadman's Corner. Ici, nous sommes au centre historique des parachutistes du jour J. C'est le PC de la 101e Airborne où tous les parachutistes de cette unité se regrouperont avant d'attaquer 40 ans. 40 ans, ville qui est longée par la Nationale 13, devient un point stratégique, le nœud routier qui permettra aux troupes américaines débarquées à Utah Beach de rallier celles d'Omaha Beach. Pour les hommes de la 101e, ce sont 6 jours de combat intenses avec les Allemands. Cette route sera baptisée plus tard par l'armée américaine la Purple Heart Lane, qui veut dire la route de la médaille des blessés. Il faut imaginer cette route jonchée de chevaux morts, de véhicules, mais également de blessés. Il y a eu plus de 3000 pertes entre ici et 40 ans. Au bout de cette route, la célèbre charge à la baïonnette. Une offensive menée par le lieutenant Cole, une vieille technique de guerre, l'ultime combat qui permettra aux soldats de la 101e Airborne de prendre la ville de 40 ans aux Allemands. Sur cette nationale s'est jouée une des plus grandes batailles du débarquement, le tournant de la libération de la France. À chaque fois que je passe ici, j'ai une pensée pour ces hommes. Ça m'émeut énormément parce que je pense aux sacrifices qu'ils ont consentis pour notre liberté. Coûte que coûte, il faut prendre 40 ans. Donc voilà, on n'a pas d'autre choix que de faire une charge à la baïonnette pour déloger l'ennemi. Pour eux, en fait, c'était se battre pour la liberté. C'était une cause juste. Lors du débarquement, nombreux seront les parachutistes qui trouveront la mort ou seront blessés. Et c'est ici, à Yéville, dès le matin du 6 juin 1944, que la 101e Airborne choisit d'installer le premier hôpital de campagne du débarquement, au château de Colombières, à quelques kilomètres de 40 ans. Ici seront soignés des soldats américains, mais aussi des prisonniers allemands. Il faut s'imaginer ici, le 6 juin 1944, à l'aube, des centaines de personnes, des médecins, des chirurgiens, des médics, des infirmiers, un va-et-vient de jeeps apportant des blessés sur des brancards. Et ici, au milieu de la cour, une énorme croix rouge qui indiquait à l'aviation qu'ici se trouvait donc l'hôpital divisionnaire de la 101e Airborne. C'est vraiment un endroit très émouvant parce que rien n'a changé, même s'il y a des bâtiments qui ont été détruits. On est
au cœur même où ça s'est passé il y a 70 ans. On est véritablement au cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, celle de tout un pays et de la liberté. L'histoire de ces hommes tombés du ciel une nuit de juin 1944. Les aigles hurlants. Certains d'entre eux se retrouveront perdus, seuls dans la campagne normande, sans parler un mot de français. Marthe, âgée de 12 ans et demi au moment du débarquement des forces alliées sur le sol français, se souvient de cette nuit du 6 juin. C'est dans cette maison, la maison de mes parents, que le 6 juin 1944, il était minuit et demi, même pas 1h du matin. Il était barbouillé de noir et comme tous les parachutistes avec son casque et tout ça. Cet Américain a déployé une carte et il nous a demandé où il était. Donc on lui a fait voir qu'il était, mais en dessous de 40 ans. Pour lui, il aurait dû descendre vers Amfreville ou Sainte-Mère-Église, quelque chose comme ça. Très vite, et grâce notamment au criquet, les parachutistes de la 101e Airborne égarés se retrouvent et s'organisent. Au petit matin, Marthe voit débarquer dans la cour de la maison de ses parents pas moins de 120 parachutistes américains. Vers 6h du matin, on entend marcher dans la cour et qui venaient pour nous libérer. Tout le monde était heureux, bien sûr, hein, mais ils se sont retrouvés à 120. Ils se sont mis dans une grange dans le haut du jardin pour nettoyer leurs fusils parce que tout était mouillé. Et ils nous apprenaient des chansons anglaises. Ils nous apprenaient des chansons It's a Long Way et nous, on leur apprenait ma Normandie. Pour Marthe, ce 6 juin 1944, le D-Day restera jamais gravé dans sa mémoire. Quand un événement comme ça arrive, eh ben, on n'oublie jamais. C'est pas possible. C'est la liberté hein, qu'ils nous ont apportée quand même. Hein. Je crois que celui qui en est privé, il sait ce que c'est. Et donc pour nous, c'était la chose qu'on espérait le plus hein, pendant 4 ans quand même. On est toujours très, très émus quand on revient et autant de souvenirs maintenant qui resteront gravés. Hein. C'est des liens très très forts. Hein. Entre ces parachutistes devenus vétérans de la Seconde Guerre mondiale et Marthe, les liens sont indéfectibles. Et 40 ans plus tard, en 1984, pour le 40e anniversaire du débarquement, ils se retrouvent, enfin. C'est au cours de la cérémonie qu'on nous a dit qu'il y a des Américains qui étaient là en 1944 et qui voudraient bien essayer de retrouver les gens qui les ont aidés. Là, on a refait connaissance et donc on a pu parler et discuter de tous les souvenirs et tout ça. Et là, ils nous ont dit qu'ils reviendraient l'année suivante. Et depuis 1984, donc on est toujours en communication avec ceux qui restent, bien sûr, mais maintenant, c'est les enfants et les petits-enfants. Une histoire d'amitié sincère est née entre ces Français qui ont vécu les débarquements et ces parachutistes américains de la 101e Airborne. Ils ont eu la bravoure et le courage de venir combattre le nazisme et de partir à l'assaut sur une terre qui leur était inconnue. Pour un idéal, la liberté. Xavier, heureusement que les Allemands avaient absolument pas envisagé qu'il n'y ait jamais de criquet en Normandie. C'est un peu humide pour les criquets. En attendant, le 6 juin à 4h30, Sainte-Mère-Église est libérée par les parachutistes eux-mêmes. C'est la seule ville pratiquement qui a été libérée par des paras sans les troupes débarquer sur les plages. Et puis ensuite, l'objectif était de tenir les ponts, notamment le pont de la Fière, et tenir les routes qui pouvaient relier, parce que c'était le plus important, les ponts ici. Ouais, c'est vrai que les ponts ont une importance stratégique phénoménale ici dans cette bataille de Normandie. On l'a compris avec ton évocation à l'instant. Et pas seulement, vous allez voir qu'une autre opération était décisive à propos des ponts, mais cette fois-ci du côté anglais avec les para-anglais de la 6e division britannique qui se pose à proximité du pont de Bénouville, qui d'ailleurs, tout simplement, 20 jours plus tard, va changer de nom et va s'appeler Pegasus Bridge. Et c'est Evelyne Thomas qui s'est intéressée
à ce Pegasus Bridge. Et oui, ces civils, ils sont éberlués parce que d'un côté, il y a les parachutistes, il y a beaucoup de bruit, puis il y a ces hommes qui tombent du ciel, ces Britanniques en planeur, en silence et qui débarquent chez eux. C'est le cas d'Arlette, elle a 4 ans à l'époque, ses parents tiennent le fameux café Gondré qui est juste au bout du pont de Bénouville, un endroit stratégique, tu l'as dit Jean-Sébastien, parce qu'il faut empêcher que les Allemands reviennent sur les plages. C'est 70 ans plus tard, eh bien, Arlette, elle est toujours là et elle continue de raconter inlassablement cette drôle de nuit qu'elle a vécue et qui a tout fait basculer. Créé en 1934, le pont de Bénouville enjambe le canal de Caen. Site naturel classé depuis 2010, il a fait peau neuve en 1994 pour le 50e anniversaire du débarquement. Si aujourd'hui les abords sont tranquilles, cela n'a pas toujours été le cas. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les Alliés arrivent par les airs, en planeur. La charge de reprendre ce pont stratégique revient à la 6e division aéroportée britannique. Elle doit faire vite face à la défense allemande. Après quelques heures de combat, la zone est presque sous contrôle allié. Léon Gauthier a 21 ans lorsqu'il arrive sur les lieux. Ce vétéran du commando Kiefer se souvient du moment où il a rejoint les Britanniques. Nous avons traversé ce pont en finlandienne. En baissant la tête, bien sûr, car les Allemands tiraient. Les Allemands tiraient encore de la maison du château, là-bas du château de Bénouville. Et nous avons eu 4 blessés en traversant ce pont, qui ont été soignés à la maison Gondré. Le café Gondré fut la première maison délivrée du joug allemand. Lorsque Léon vint la libérer, il croise Arlette, la fille des propriétaires du café. Elle n'a que 4 ans. Ses premières heures de liberté retrouvées soudent ses vieux complices. Ils aiment se revoir dans la pièce principale de cette maison, un décor à jamais empreint de ce jour historique. C'est en fait le Sacré-Cœur de cette maison. C'est toujours, surtout quand je m'assois dans le fauteuil, en réfléchissant à ce qui s'est passé et ce que cette pièce a aussi reçu depuis tant d'années, du plus petit jusqu'au plus grand, tous des trésors. Pour l'histoire de cette maison et pour l'histoire de cette pièce qui, bien sûr, a eu des blessés qui sont repartis, qui ont continué leur campagne, mais aussi sur cette table des morts. Arlette n'oubliera jamais le jour de la libération. En reprenant le café de ses parents en 1984, elle continue leur travail de mémoire. Résister contre l'oubli en faisant de ce lieu un sanctuaire à la mémoire des bérets verts britanniques et des vétérans du D-Day. Alors qu'une garnison anglaise fait un break chez elle, Arlette s'affaire en cuisine pour être aux petits soins. C'est sa manière à elle de remercier. Elle y trouve son bonheur. Pour moi, c'est une mission. Et lorsque je suis avec eux, ça me rend très heureuse. Tout au long de l'année, Arlette accueille donc des vétérans et des soldats en civil. Venir dans son café, c'est faire un pèlerinage. On prend le temps de prendre conscience des sacrifices de ceux d'autrefois. Donc je pense qu'il est essentiel de venir ici rendre hommage à tout cela. Et c'est également l'occasion de rencontrer Madame Arlette. Madame Arlette est une légende vivante, connue du monde entier pour son café et son histoire. Quant à Léon, bien qu'il refuse ce titre, il restera pour Arlette à jamais un héros. Elle est touchante, Arlette, hein. Vous venez de le comprendre. Bienvenue si vous venez de nous retrouver. Le débarquement La Voix de la Liberté, c'est cet après-midi sur France 3 avec Jean-Sébastien Petit-Demange, avec Evelyne Thomas, avec tous les Sainte-Mère Églisais, puisque nous sommes ici au pied de cette église où était accroché John Steele, ici à Sainte-Mère Église. Et puis, il y a l'ami Vincent Ferniaud qui lui aussi nous fait revivre comment tout cela se passe et se passait et comment se passent ces commémorations ici. Alors regardez-le mon Vincent. Ah bah je vois qu'il a revêtu l'uniforme Vincent. Salut lieutenant Ferniaud. Alors on est ici au camp Géronimo de Sainte-Mère-Église. Ici depuis 8 jours, des passionnés vous font vivre la vraie vie du camp de la 101e Airborne, telle qu'à l'époque on pouvait la trouver. Pendant 8 jours et jusqu'à demain soir, vous pourrez, vous aussi, si ça vous intéresse, venir revivre cette ambiance de 1944 avec ce camp de parachutistes. Et là, j'ai avec moi des gars formidables, les gars de l'association Enfer Normand, qui vont vous montrer, sur moi, mannequin,
comment était équipé le parachutiste. Alors je suis déjà assez équipé, hein, messieurs, là. Hein. J'ai déjà le masque à gaz, j'ai déjà l'arme de service, j'ai déjà le col 45, le col frontière. Hein, j'ai ce qu'on appelle le brelage, c'est-à-dire en fait c'est un harnais en quelque sorte. Alors je suis à vous, messieurs. Tenez, voilà mon casque. Faites de moi ce que vous voudrez. Qu'est-ce que c'est? C'est la musette, c'est ça? 3 jours de ration. 3 jours de ration? Et après, je crève la dalle alors? Après, on attend les renforts. Ah ouais, ou alors on trouve une vache, quoi. Alors, hop. Ah, ça c'est quoi? C'est le parachute? Le dorsal. Ça pèse son poids, hein. On voit que les tissus synthétiques n'étaient pas encore... Alors, il faut serrer. Voilà. Ah oui, on se sent tenu quand même dans tout ça. Donc ça, c'est le parachute dorsal, c'est le vrai parachute. Hein, et celui qui vient après devant, le ventral, c'est le parachute de secours. Éventuellement. D'accord, éventuellement, si besoin est. Alors voilà, et tout ça bien serré hein, pour qu'on se sente quand même tenu. Qu'est-ce qu'il y avait dans la musette? Alors, je vous dis, moi, du cornet de bif, des rations de biscuits militaires, un peu d'eau évidemment, hein, des munitions aussi. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est le ventral. Il est beaucoup plus petit en fait. Plus petit. Ça devait descendre plus vite hein, quand on avait besoin du parachute de secours. Mais certains le jetaient avant. Bon, là, je suis bien équipé là. Voilà, là, parfait là. Alors, il reste à vous dire que j'ai une mine. Hawkins anglaise. Une mine Hawkins anglaise hein, qui est faite dans une bouteille de talc hein, parce qu'il fallait récupérer tous les contenants possibles. J'ai également de l'autre côté le poignard, le couteau qui servait à couper éventuellement, vous savez, le harnais si on était coincé comme John Steele hein, au clocher de l'église, il aurait bien voulu atteindre son couteau. Et puis j'ai quelque part une corde, je ne sais pas où elle est. Elle est là, regardez cette corde. Là c'est au cas où on tomberait dans un arbre ou sur un toit pour pouvoir descendre. Voilà, je vous rappelle que c'est ici que ça se passe, merci messieurs. Où est mon DC-3, mon C-47? Il arrive? Bon d'accord, je suis prêt à aller sauter. Merci. Je suis gonflé à bloc. Vincent Ferniaud, qui va vous faire vivre évidemment ces journées de commémoration, vous l'avez vu là à l'instant, avec les tenues. On le retrouvera tout à l'heure, Vincent. Bon, vous l'avez compris, et on a bombardé les défenses côtières allemandes. Les parachutistes sont arrivés pour ouvrir la voie pour le jour J. Le débarquement des troupes suivra sur les plages. Le débarquement, c'est maintenant. Alors Jean-Sébastien, petit Demange, le 6 juin 44, les Alliés évidemment partent à l'assaut de 5 plages normandes, dont c'est un peu la plus grande opération militaire de tous les temps. Raconte-nous ça, s'il te plaît, en homme et en matériel. Hein. C'est une opération qui a nécessité 4 ans de réflexion, 4 ans de discussion, d'invention, de résolution de problèmes, 4 ans d'intoxication aussi. Il suffit de parler de cette opération, mais juste géniale, qui est Fortitude, où on a réussi à faire croire aux Allemands, mordicus, que le débarquement allait avoir lieu dans le Pas-de-Calais, puisque jusqu'à 17h le 6 juin, Hitler est persuadé que ce qui se passe en Normandie n'est pas vrai, que c'est juste une opération de diversion. Les Anglais et les Canadiens débarquent sur Juno, Sword et Gold. On l'a vu sur la carte, les Américains touchent le sol français à Utah Beach, ici même, et puis à Omaha. Et c'est à Omaha que l'enfer prend corps. L'endroit, il n'est pas simple à prendre. Un coteau herbeux de 30 mètres de haut et favorise les Allemands. Les Américains arrivent là dans les pires conditions. La mer est démontée, les obstacles sont innombrables. Des mines, des barbelés, de l'artillerie. Omaha devient un enfer. La Manche, là-bas, change de couleur. Omaha Beach, nom de code, donné par les militaires américains alors qu'ils préparaient le débarquement. Aujourd'hui, Omaha la mythique, c'est une plage impressionnante, de 8 km de long, bordée de dunes et de falaises. Marc Potier la fréquente souvent. Il est historien et pour comprendre le 6 juin 44, il faut absolument venir ici. Ce jour-là, 30 000 soldats américains débarquent sur le sol français. Très vite, les troupes s'enlisent et subissent un déluge de feu de la part de l'ennemi. Il faut ici parcourir plusieurs centaines de mètres à pied, avec la peur au ventre, avec aussi ce barda extrêmement lourd qui empêche une progression rapide, et il faut surtout se protéger. C'est quasiment du tir au lapin ou du tir au pigeon qui est fait par les soldats allemands. Sur cette plage, les Alliés sont à découvert.
Les pertes humaines s'accumulent. Ils se heurtent au mur de l'Atlantique, une ligne de défense voulue par Hitler pour empêcher tout débarquement. La progression est difficile, presque impossible. La plupart des soldats américains sont jeunes, inexpérimentés, et ils subissent leur baptême du feu. Ce sont des orages d'acier qui vont s'abattre parce qu'il y a des casemates, il y a des bunkers, il y a des mines, il y a tout un système qui a pour vocation d'empêcher le débarquement allié, que les barges de débarquement, que les chars de débarquement s'encastrent sur des mines, sur des systèmes défensifs. Les Allemands ont l'avantage du terrain. C'est pourquoi les Alliés décidèrent de bombarder les lignes ennemies juste avant le débarquement. Ils ont largué 15 000 tonnes de bombes. Mais à cause du brouillard, l'opération fut un échec. Ce sont plusieurs milliers de tonnes de bombes qui vont être larguées par des forteresses volantes, mais en réalité, ces bombardements vont quasiment ne servir à rien puisque les bombes vont être larguées au-delà des zones fortifiées par les Allemands. Les soldats américains sont à 2 doigts de battre en retraite. Mais finalement, grâce au courage de quelques individus, les Alliés parviennent à prendre cette première position allemande. Des braves, il y en a eu aussi à la pointe de cette plage. Perchée entre Omaha et Utah Beach, voici la pointe du Hawk. Sur cette falaise, à plus de 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, il ne reste plus grand-chose de l'incroyable forteresse allemande qui défendait de ses puissants canons les côtes normandes. Et pourtant, c'est ici que le 6 juin 1944, les Rangers du colonel Ruder sont entrés dans l'histoire. Leur mission, s'emparer de ce site hautement stratégique. 6 canons étaient théoriquement ici en position, pouvant tirer aussi bien sur le secteur de Omaha que sur le secteur de Utah. Donc une véritable menace pour réussir les opérations du débarquement. Et il fallait s'emparer de cette position, de cette batterie d'artillerie. Débarqués avec la première vague, les Rangers escaladent non sans mal cette falaise, sous un flot incessant de tirs ennemis. Aidés de leurs grappins et d'échelles de pompiers de Londres et à la force des bras, les soldats s'attaquent à ce véritable mur. La partie semble bien amorcée et pourtant, le siège de la pointe du Hawk ne fait que commencer. Les Allemands qui avaient jusque-là tiré sur les pauvres Rangers qui étaient en bas, lançant des grenades, lançant l'ensemble des munitions contre les Rangers, vont réussir à tenir pendant presque 3 jours, pendant presque 72 heures, cette pointe du Hawk avec des contre-offensives, avec des contre-attaques permanentes. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les Alliés larguent plus de 700 tonnes de bombes sur cette pointe en quelques minutes. Une pluie de fer et de mitraille qui va marquer à tout jamais cette terre normande. Ces cratères illustrent aussi l'intensité des combats et ont été des endroits où soit on s'est caché, soit on a profité de ces trous pour se protéger et pour progressivement avancer. Et plus de la moitié des Rangers américains périront sur cette terre pour un enjeu militaire finalement moins stratégique que prévu. Les 6 pièces d'artillerie avaient été déplacées à peu près 1,5 km en arrière. Ils avaient été remplacés par des madriers, par des morceaux de bois pour faire croire que la batterie d'artillerie était encore opérationnelle. Et en réalité, les Rangers ont pris cette pointe du Hawk finalement sans aucune utilité stratégique majeure ou fondamentale. Les renforts arrivent le 8 juin depuis Omaha Beach pour mettre un terme à cet enfer. Aujourd'hui, territoire américain, la pointe du Hawk est un lieu de mémoire pour nombre d'entre eux. C'est très important que les visiteurs peuvent imaginer le scénario. C'est très émouvant, c'est très impressionnant. Ce décor mutilé témoigne encore du courage exceptionnel de ces soldats héroïques. C'est même devenu l'un des lieux touristiques les plus fréquentés de Normandie. Avec les stigmates de ces affrontements, cette avancée rocheuse est un musée à ciel ouvert pour l'éternité. Entre Omaha Beach et la pointe du Hawk, les GIs sont ces jours-là rentrés dans la légende.
Merci Jean-Sébastien. Evelyne, tu vas nous conter une histoire tout à fait étonnante. Certains soldats sont toujours présents, évidemment, de ce débarquement. Et tu veux me raconter l'histoire de Bernard d'Argol, un GI pas tout à fait comme les autres. Oui, Jean-Seb, tu viens de parler à l'instant des fameux renforts qui arrivent le 8 juin sur Omaha Beach, mais il n'y a pas que des Américains. Il y a aussi une poignée de Français, et tu nous reparleras tout à l'heure du fameux commandant Kiefer. Parmi ces Français, il y a un Normand. Il s'appelle Bernard d'Argols. Il est le fils d'un marchand de machines à coudre. Et avant que la guerre n'éclate, il est parti aux États-Unis faire un stage dans une entreprise new-yorkaise. La guerre éclate, sa famille est déportée dans les camps. Lui, il s'engage dans l'armée américaine. Et le 8 juin 1944, il débarque avec les Américains sur Omaha pour délivrer son pays. Et aujourd'hui, il s'en souvient encore. Dans les jours qui suivent le débarquement du 6 juin 1944, un flux d'hommes et de matériel déferle sur les plages de Normandie. Parmi les soldats, Bernard d'Argols, un Français. Il a 24 ans. Le 8 juin 1944, il débarque à bord de sa Jeep sur la plage d'Omaha-la-Sanglante, sous l'uniforme américain. Pour quelqu'un qui est parti depuis 6 ans et d'un seul coup retrouver la terre de France, ça m'a filé un drôle de coup quand même. Nous sommes en 1938. Bernard a 18 ans, il part effectuer un stage aux États-Unis, mais il refuse de revenir faire son service militaire dans la France de Vichy. Comme quelques mois après, la France était occupée et qu'il n'était plus question pour moi de rentrer pour servir dans l'armée française au service de Pétain, qui avait serré la main d'Hitler. Je me suis donc inscrit dans l'armée américaine, voilà. Bernard d'Argols s'engage alors dans l'armée américaine après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. Le 5 juin 1944, il embarque à bord d'un Liberty Ship à Cardiff, la capitale du pays de Galles. Je ne sais toujours pas exactement où je vais débarquer. Je sais qu'au moins c'est en France. Notre bateau est entouré de dizaines, de centaines, et après de milliers de bateaux qui arrivent jusqu'à 200 mètres environ de la plage. Bernard d'Argols, un Français, un GI français à Omaha Beach. Membre de la 2e division d'infanterie américaine, ce n'est que le 8 juin qu'il retrouve enfin sa terre natale. Pourquoi j'ai débarqué le 8 juin et pas le 6 ? Écoutez, dans l'armée, on suit les ordres. Le front est alors à 3 km des plages. Le rôle de Bernard d'Argols, collecter des renseignements sur le terrain. Eh bien, j'ai servi uniquement à empêcher des GI américains, des GI, de se faire tuer par les renseignements que je fournissais. J'ai servi à ne pas bombarder inutilement des maisons, des immeubles, des fermes françaises. Éviter encore plus de victimes, mais aussi reconquérir la France. La destinée de ce jeune homme l'emmène ensuite de Saint-Laurent-sur-Mer à Châlons-sur-Marne, en passant par la Bretagne et enfin Paris. Acteur de la Libération, il n'a pas revu sa mère depuis 6 ans. Sa première permission auprès d'elle restera l'un de ses souvenirs les plus merveilleux. J'avais risqué de mourir plus tard en rentrant dans les villages. Et d'un seul coup, elle me dit de faire attention en traversant la rue. Il n'y avait pas de voiture. Et la rue est tellement étroite. Enfin, ça m'a fait rire, quoi. Et il est arrivé dimanche. Ça fait 70 ans, jour pour jour, puisque il y avait 2 jours de décalage. Voilà, nous y sommes en ce dimanche. Commémoration, si vous venez de nous retrouver à l'instant sur France 3, un dimanche en France consacré au débarquement, la voie de la liberté, avec vos spécialistes Vincent Ferniaud, Evelyne Thomas, Jean-Sébastien Petit-Demanche. Alors, il faut savoir, Jean-Sébastien, qu'en fait, sur les plages de la Manche, il y a eu une plage concernée, en fait, dans ce département de la Manche. C'est la plage de Utah Beach. Absolument.
Ici même, c'est dans la Manche, la plage où le 7e corps de la première armée américaine a débarqué. 23 300 hommes le 6 juin sous le commandement du général Barton, avec un objectif, remonter sur Cherbourg pour prendre la ville et évidemment le port. Et par rapport à Omaha Beach, c'est l'histoire d'un débarquement sur Utah Beach, un débarquement presque facile. La plage de la Madeleine est une superbe plage de sable fin. Elle est entrée dans l'histoire sous le nom de code Utah Beach, le 6 juin 1944. Et sa légende s'est bâtie lors du débarquement des Alliés, un acte héroïque et sanglant. Depuis, elle est devenue une destination clé du tourisme de mémoire pour les nouvelles générations. Sur les plages du débarquement se côtoient aujourd'hui pèlerins et vacanciers. Ici, les souvenirs des uns se mêlent à l'imaginaire des autres. Et ce matin, sous les reflets dorés du soleil, il est difficile de s'imaginer qu'il y a 70 ans, des soldats ont débarqué sur cette plage et ont parfois trouvé la mort. Le jour J s'est aussi joué ici. Après 2 jours de mer, les troupes américaines arrivent à Utah Beach, l'une des 5 plages du débarquement. Objectif ultime de l'opération, s'emparer du grand port de Cherbourg. À l'aube, la pluie s'abat, le vent souffle fort et après un efficace bombardement aérien, la 4e division d'infanterie américaine est engagée. Dans les 12 premières heures, ce sont plus de 23 000 hommes qui débarquent à Utah Beach. Aux premières loges, ce 6 juin 1944, Janine Lott. Elle n'a que 10 ans. Elle vit alors à 800 mètres de la plage de Utah, dans cette maison qui l'a vue naître. Coincée entre les bombardements de l'aviation alliée et les obus allemands, elle se réfugie avec sa famille dans une tranchée toute proche et échappe de peu à la mort. On avait très peur, mais on ne comprend pas toujours très bien, automatiquement. On voyait bien que les débarquements, tout ça, bien sûr que les débarquements, on le comprenait bien, mais on était terrifiés. Hein. On ne savait pas où se mettre, c'était intenable, irrespirable par les odeurs de poudre et tout, c'était affreux. Allez voir les bombardements, l'aviation, ça fait un bruit formidable, et puis les bombardements partout. Avec l'aviation, il y avait 1 millier d'avions, alors qu'ils bombardaient à hauteur de nos maisons. Alors la toiture, tout était volé partout, les carreaux, plein nos lits de débris de verre et tout. On ne savait plus quoi faire, hein, on était complètement perdus. Hein. Si l'affrontement est terrible, Utah est un succès pour les Alliés. S'ensuivent 5 mois de débarquement et des chiffres démesurés. 836 000 hommes, 220 000 véhicules, 725 000 tonnes de ravitaillement et 5 000 bateaux débarqueront à Utah Beach. Du haut de ses 10 ans, Janine assiste à cet événement historique. On ne voyait plus la mer, c'était couvert à part 5000 bateaux qu'il y avait. Et puis tout le débarquement qui débarquait, le matériel, tout ce qui débarquait. C'était beau à voir, le débarquement, tout ça qui débarquait. Tout ça. Mais il n'y avait plus des tirs allemands, c'était fini là, à ce moment-là. Hein. C'est à bombarder pendant 6 jours. Maintenant, il y a 70 ans, hein, cette histoire-là. Hein, c'est ancien maintenant, forcément. Hein. On voit plus ça du même œil maintenant, hein, c'est pas pareil, hein, automatiquement. Et si quelqu'un est capable de poser un regard singulier sur cet événement, c'est probablement l'écrivain Gilles Perrault. Auteur notamment du Pullover rouge, il a choisi de vivre à Sainte-Marie-du-Mont, le village qui abrite la plage de Utah Beach. Enfant marqué par l'occupation, Gilles Perrault se passionne pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il va plonger dans cette histoire à Sainte-Marie-du-Mont. Ce village a été tout à fait imprégné par le débarquement. Quand je suis arrivé, les rideaux aux fenêtres étaient très souvent en toile de parachute. Les enfants avaient des pyjamas, des vêtements en toile de parachute. Enfin, matériellement, le souvenir du débarquement était encore là. Ces souvenirs dont parle Gilles Perrault sont ceux des parachutistes américains tombant du ciel en 1944. À quelques kilomètres de là, les soldats alliés vont aussi débarquer sur la fameuse plage de la Madeleine, alors et pour toujours rebaptisée Utah Beach. 70 ans plus tard, une autre guerre perdure, une guerre de clochers, avec sa voisine Sainte-Mère-Église.
Sainte-Mère-Église a eu les parachutistes. Nous avons eu le débarquement. Et scandale chez nous quand Sainte-Mère-Église fait une borne identique à celle-ci, kilomètre 0. Le peintre de notre borne a été indigné, comme tout le monde, et a dit, eh ben, ils ont la borne 0, nous, on aura la borne 0,0. Donc c'est encore antérieur. Et depuis, chaque fois qu'on repeint la borne, on refait le double 0 pour marquer notre antériorité. Et pour beaucoup de familles américaines, Utah Beach est un vrai lieu de mémoire. Unique en France, ces panneaux de circulation avec les noms d'une partie des soldats tombés pour la liberté qui y sont inscrits. Ici se côtoient une dizaine de monuments commémoratifs dont le premier fut inauguré le 11 novembre 1944, avant même la fin de la guerre. Aujourd'hui, le ministère de la Culture soutient la candidature des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles sont un symbole universel de paix et de liberté. Un lieu rare où la mémoire des conflits est apaisée. Pour Marc Potier, historien passionné du débarquement, fouler ce sable, c'est d'abord se souvenir. Je crois qu'il est très important de garder en mémoire et à l'esprit ce qui s'est passé ici il y a 70 ans. Ces sacrifices, ces hommes, ils nous ont apporté la démocratie, ils nous ont apporté la paix. Et grâce à eux, aujourd'hui, nous sommes en paix. Grâce à eux, aujourd'hui, nous pouvons admirer ce paysage. Et je crois qu'il est très important, justement, de travailler cette question, de l'enseigner, de la transmettre. Il aura fallu des années pour déminer ces magnifiques plages de Normandie. Et leur beauté n'effacera cependant jamais les quelques traces de ce passé. Et elles conserveront pour les derniers témoins une empreinte indélébile. Alors oui, on est en secteur américain sur Utah Beach et sur Omaha Beach. Mais évidemment, il y a aussi, alors bien sûr, les Anglais et les Canadiens sur les autres plages. Mais il y a aussi eu des Australiens, des Belges, des Brésiliens, des Chinois, des Danois, des Mexicains, des Norvégiens, des Néo-Zélandais, des Hollandais, des Polonais, des Tchèques qui ont débarqué ici. Et des Français, on en a parlé tout à l'heure. Les 176 Français du commandant Kieffer, qui ont débarqué sur Sword, du côté d'Ouistreham. Cette poignée de Français entraînés en Angleterre sont devenus, eux, les bérets verts du 4e bataillon de la 1re brigade spéciale de commando. Sur les plages du débarquement, ils ont été une poignée d'hommes aux couleurs de la France libre, à se battre aux côtés des 150 000 engagés du 6 juin 1944. Ces héros, débarqués parmi les soldats alliés, ce sont les 177 Français du commando Kieffer. L'histoire de ces hommes est encore méconnue. Ils avaient rejoint Londres dès 1940 pour s'engager auprès du général de Gaulle. Et c'est ici, sur la plage de Ouistreham, que ces commandos de marine vont s'illustrer. Soutenus par 2500 fusiliers marins anglais, ils furent les premiers à fouler le sol normand. Stéphane Simonet est historien. Il a consacré de nombreux travaux aux hommes du commandant Kieffer. Face à la mer qu'il contemple, il décrit cette matinée du 6 juin. Il faut imaginer ici d'énormes et de multiples ouvrages défensifs, des champs de barbelés, des mines antipersonnels, des mines anti-chars, des asperges de rommel, comme on dit, pour arrêter les barges de débarquement dans leurs élans. Donc énormément d'obstacles que les commandos doivent éviter. Sur cette plage, les soldats allemands avaient conçu une défense de fer et d'acier. Un déluge de feu s'abat sur les Français. Très vite, le commando Kieffer essuie ses premières pertes. Sur cette plage vont être tués dès les premiers instants trois commandos français, donc directement atteints par des éclats d'obus, donc allemands. Donc, mais voilà, mais les Français ont ordre de ne pas s'arrêter pour leur venir en secours. Ils doivent absolument marcher et courir vers la sortie de la plage. Malgré l'intensité de la riposte allemande, les Français poursuivent leur objectif. Une fois sortis de la plage, leur mission est de prendre le casino, transformé par les Allemands en bunker, au cœur même de Ouistreham. C'est désormais un combat de rue qui s'engage.
À l'époque, les Allemands avaient détruit l'ancien casino en 1942, ils l'avaient fortifié en y mettant des tourelles, de la flaque, des coupoles d'artillerie, enfin des éléments défensifs importants qui en faisaient un objectif majeur pour les commandos britanniques et commandos français. Grâce à l'appui d'un blindé, le commando Kieffer parvint à prendre le casino. Et en fin d'après-midi, les Français font la jonction avec les troupes britanniques. Leur objectif est atteint. Ouistreham est libéré. Les hommes de Kieffer sont accueillis en héros. Et parmi eux, il y avait Hubert Faure. Ce vétéran dirigeait une unité. L'ancien sous-officier se souvient de cette mission à haut risque. C'était une mission difficile à faire parce que il y avait des Allemands à gauche et à droite, vous savez, et on passait par une route. Il fallait trouver un chemin et ne pas s'arrêter, même si on nous tirait dessus, ne pas s'arrêter. Hubert a risqué sa vie. Il s'est fait mitrailler par l'ennemi. Et aujourd'hui, plus que de la fierté, c'est ce sentiment du devoir accompli qui l'anime encore. Pour nous, c'était une expérience formidable. On savait on travaillait pour la France. À Ouistreham, personne n'a oublié l'acte héroïque du commando Kieffer. Ce monument rend hommage aux 10 soldats qui ont laissé leur vie le 6 juin 1944 pour la liberté. Philippe Kieffer, il a fait partie des premiers à rejoindre De Gaulle dès 1940 et il voulait absolument créer un commando français sur le modèle de l'armée britannique. Il a réussi son coup, j'allais dire. Ça n'était pas la première action que faisait le commando Kieffer ici le 6 juin. Ils avaient déjà participé en 1943 à des coups de main en Hollande et même sur le territoire français. Le soir du 6 juin, les pertes sont élevées dans le commando Kieffer. 10 Français sont morts, une trentaine d'autres sont blessés. Philippe Kieffer lui-même sera blessé 2 fois le 6 juin. Il restera avec ses hommes, il ne sera évacué que 2 jours plus tard, mais il reviendra hyper rapidement. Merci Jean-Sébastien de toutes ces précisions sur ce débarquement. Et regardez un petit peu à quoi ressemblent peut-être ces images. Vous allez voir ces plages qu'on va regarder. Voilà à quoi ressemblait justement au moment du débarquement. On vient de débarquer et voilà, là on peut bien découvrir, hein, Jean-Sébastien, effectivement, au bout de 2 jours déjà et dans la première semaine, l'arrivée des renforts, dit-on. Le soir du 6 juin, il y a 156 115 soldats qui sont arrivés sur la terre de France. Il y a eu 10 500 morts, ce qui pour Eisenhower était un chiffre raisonnable puisqu'on comptait sur 25 000 morts le premier jour. Il y aura 10 000 tués. Alors, le débarquement établi, eh bien, ouvre le chemin à la bataille de Normandie. C'est plus de 100 jours où les Alliés vont affronter les Allemands ou dans le bocage normand. Si vous venez de nous retrouver à l'instant sur France 3, un dimanche en France consacré au débarquement, la voie de la liberté. Vous le voyez, nous sommes installés ici, sur la place de Sainte-Mère-Église, devant cette église, avec beaucoup de Sainte-Mère-Églisais qui sont venus, beaucoup de véhicules, le témoignage, la commémoration de ces 70 ans du débarquement depuis plus d'une semaine et jusqu'à demain soir, ici même, dans cette région de la Manche et du Calvados, ça va de soi. Alors, Jean-Sébastien, on vient de le comprendre, le débarquement est établi, la bataille de Normandie va pouvoir commencer. Au-delà de l'héroïsme, tu voulais insister sur un point qui est important, c'est le génie militaire. Il a fallu être inventif. Ben oui, c'est pas pour rien qu'il y a des régiments du génie et ils portent bien leur nom. Parce qu'à cette période, il a fallu résoudre 1000, 10 000, 100 000 énigmes pour que Overlord soit un succès. Déjà, simplement amener du pétrole, parce qu'il fallait du ravitaillement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a imaginé plus tôt, c'était un pipeline qui venait de l'île de Wight et qui reliait Cherbourg. Ça n'a pas été un franc succès, mais l'idée était géniale et ça a quand même fonctionné. Ensuite, il fallait un port pour débarquer. On ne pouvait pas prendre Cherbourg dans des délais raisonnables. Donc, qu'est-ce qu'a pensé Churchill? Il dit, attendez, mais on va l'amener, notre port. On va faire le port, le Mulberry. Lord Mountbatten a été désigné pour ce projet. C'est devenu Mulberry. Il y en a eu 2. Un à Vierville qui a été emmené par une tempête. Et puis, il y a celui d'Arromanches qui a été le point de départ de la reconquête de l'Europe. Un projet énorme, unique, incroyable, l'épopée de Port Winston. Voici l'histoire incroyable d'un petit village normand à la destinée mondiale, Arromanches.
Sur la plage, de mystérieux vestiges attirent l'attention des promeneurs. En réalité, ces blocs monumentaux sont les restes d'un immense port artificiel de plus de 8 km, créé de toutes pièces en 1944 pour le débarquement. Ce port, c'est le port Winston. Au lever du jour, on a aperçu au loin une multitude de bateaux. Mais on s'est dit, tiens, ça y est, il va se passer quelque chose. De quel côté vont-ils? Du côté du Havre ou du côté de Cherbourg? On pensait à un port, hein. Et puis ça bougeait pas, il venait droit sur nous. Alors on dit, ça y est, il y a un débarquement qui se produit dans notre secteur, quoi. C'est Winston Churchill qui aura cette idée folle, avec Lord Mountbatten, ne pouvant récupérer à l'ennemi les ports du Havre ou de Cherbourg pour débarquer. Les Alliés apporteront leur propre port. 500 000 tonnes de brise-lames en béton furent déposées sur les fonds marins d'Arromanches pour créer une vaste rade artificielle. Et une fois assemblé, sur place, ce port devait être opérationnel 24 heures sur 24 pour décharger les 25 000 tonnes par jour de matériel de guerre, quelle que soit la marée. Un autre défi de taille pour les Anglais. C'est exceptionnel parce qu'il faut savoir qu'aucun essai n'avait jamais été fait. L'ensemble plateforme, passerelle pour décharger, qui en permanence montait et descendait en même temps que la marée. Vis-à-vis de la vie moderne de maintenant, on ne peut pas penser qu'ils aient pu faire une route là sur la mer pour débarquer tout ce qui a été débarqué. Une magnifique maquette se trouve ici, à côté de la plage, dans le plus ancien musée du débarquement. Et chaque année, plus de 300 000 visiteurs viennent admirer grâce à elle cette prouesse technique. Ce projet d'apparence impossible a déconcerté l'armée allemande au plus haut point. Les Allemands n'ont jamais pensé qu'on puisse construire un port préfabriqué sur les côtes normandes ou sur les plages de débarquement, car ils ne savaient pas à ce moment-là où le débarquement aurait eu lieu. Même Hitler ne voulait pas y croire, quoi. Il pensait que c'était une diversion, quoi, qui était faite dans le secteur. Le port artificiel a été remarqué par des bateaux et ils ne s'en sont jamais aperçus. Pour moi, ça sera toujours un mystère. À leur arrivée, les soldats anglais et américains découvrent des habitants soulagés et enfin libres. Hélène se souvient de leurs premiers échanges. Ils nous disaient toujours des cigarettes pour papa et des chewing-gums pour maman. Et des bonbons. La vie avait changé du tout au tout. Sur 24 heures de temps, hein, on était déjà, on se sentait libérés. Et les Arromanchais réservent un accueil chaleureux à ces soldats courageux, mais surtout épuisés. Comme le débarquement avait été retardé, ça faisait 36 heures au moins qu'ils étaient embarqués. Je me souviens d'un, il était frappé aussi, parce que dans la poche de son blouson, il avait une glace en métal. Mais cette glace en métal était toute tordue parce qu'il y a une balle qui avait ricoché dessus. Alors s'il n'avait pas eu la glace, ben, il aurait eu la balle dans la région du cœur. 69 ans plus tard, ces vestiges sont encore là pour témoigner du sacrifice de certains et de l'ingéniosité d'autres engagés dans la guerre pour nous rendre notre liberté. Ça me rappelle combien de soldats ont été tués et tout ce qui s'ensuit pour sauver la France. Pour les jeunes maintenant, ça leur rappelle de ce que ça pouvait être que la guerre, quoi. C'est l'histoire de la Normandie. C'est Arromanches. C'est tellement important ce qui s'est passé là-bas qu'Albert Speer, l'architecte d'Hitler, a dit qu'ils avaient utilisé 13 millions de mètres cubes de béton pour créer une ligne de défense qui devait tenir 1000 ans. En 15 jours, elle a été réduite à néant par une idée de génie. Voilà, c'était le mur de l'Atlantique, hein, ce fameux mur d'Albert Speer. Dis-moi, je crois qu'en fait, les plages attendent une distinction, Jean-Sébastien. Alors, ça devrait intervenir incessamment. Le classement de ces plages, on en parlait tout à l'heure, les plages du débarquement au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, le
Le Congrès américain a donné son aval et on attend cette décision de l'UNESCO de ce classement, ce qui serait la reconnaissance d'un travail engagé il y a pratiquement 70 ans, puisque une loi a été votée en mai 47 à l'initiative d'un homme, le député de Bayeux, Raymond Triboulet, qui a voulu une loi relative à la conservation du souvenir du débarquement allié en Normandie. Le devoir, le tourisme de mémoire est né en 1947 ici en Normandie. Le classement à l'UNESCO ne serait qu'une reconnaissance et la continuité de ce qui a été lancé il y a 68 ans. On le souhaite. Revenons maintenant sur cette bataille de Normandie. Nous y sommes plus de 100 jours, tu l'as dit tout à l'heure. C'est cette évocation. Que se passe-t-il dans le bocage normand? Alors, les Alliés ont débarqué, ils sont à l'intérieur de ce bocage normand. À l'époque, c'est encore tout un réseau de haies touffues, de chemins creux, et qui n'a pas été envisagé à sa juste difficulté par les stratèges alliés. Effectivement, il est difficile. Les soldats, par exemple, sont systématiquement à découvert quand ils traversent ces bocages. Ils sont pilonnés par les mitraillettes. Le matériel, les chars, eux, sont pilonnés par les mortiers. Et là encore, le génie humain a trouvé son expression la plus fabuleuse par un sergent qui s'appelle Curtis Cullin, qui a inventé des cisailles à mettre devant les chars. Des poutrelles métalliques taillées en biseau qui étaient accrochées à l'avant et qui coupaient les haies, en fait, avec la vitesse, ce qui permettait aux chars d'avancer. Mais la bataille a fait énormément de morts dans le bocage. Pour réussir à avoir Cherbourg, le port, il a fallu 20 jours. Et puis pour réussir à avancer dans tous ces bocages, dans tous ces chemins creux qui étaient très compliqués. Ouais, on peut le rappeler, plus de 140 000 morts disparus au cours de ces 100 jours de la bataille de Normandie. 140 000, qui est un chiffre très important. La Normandie s'était un petit peu endormie. Évidemment, le conflit va réveiller tout ça de manière terrible. Que font les civils? Les civils fuient sous ces bombardements. On est obligé de partir. Eh oui, c'est devenu un enfer pour les Normands pendant 100 jours. Il a fallu apprendre à vivre, alors partir, ou apprendre à vivre avec la peur au ventre, apprendre à vivre dans des villes où on découvrait sa maison réduite en cendres, réduite en pierre, au milieu des coups de feu, des gravats, des morts. Ici, en Normandie, la vie tentait de continuer. Témoins de l'histoire et aussi grands oubliés, ces hommes et ces femmes nous racontent aujourd'hui ce qu'ils ont vécu ce mois de juin 1944. Pour la première fois en 70 ans, ils reviennent sur les lieux où ils se sont réfugiés. Car dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, leur vie va changer. Les habitants de la côte normande comprennent que le moment tant attendu est là. Le débarquement a débuté. Après 4 ans d'occupation, la liberté a un son, celui des canons. À cette époque, Cécile Edouin a 15 ans et vit au-dessus de la boulangerie familiale, au village de la Haie du Puy. Quand l'annonce du débarquement est confirmée, l'excitation gagne les esprits. Son père prononce alors ces mots qu'elle n'oubliera jamais. Essayez de vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe là-bas. Tous ces petits jeunes-là, il y en a qui n'ont pas 20 ans, tous ces petits jeunes-là qui viennent se faire tuer pour nous, pour vous, la plage est rouge de sang. Pensez-y, pensez-y. Si Sainte-Mère-Église est rapidement libérée, il n'en sera pas de même pour les villages se trouvant à seulement quelques kilomètres de là. Il faudra ainsi 2 semaines de combat pour libérer le village de Montebourg. Ce village est alors un point stratégique, car Montebourg est le passage obligé pour aller vers le port de Cherbourg. Les Allemands vont tout faire pour préserver cette position. La bataille fait rage et la population doit fuir. Richard Catherine a alors 7 ans. Il se retrouve avec sa famille et une quinzaine de personnes sur ce chemin, au milieu de la campagne. Ce chemin-là, il représente la fin d'une angoisse. C'est-à-dire l'angoisse causée par cette situation de guerre qui existe ce matin-là dans mon patelin, c'est-à-dire Montebourg. Pourquoi fin d'une angoisse? Parce qu'on aperçoit l'endroit où une de mes cousines a dit que ce serait un bon endroit pour se réfugier. Au bout de ce chemin l'attend Louis Goubert. En 1944, ses parents vivaient dans cette ferme. Les familles entrent dans la cour et sont accueillies par Madame Goubert. Elle accueillera en tout 100 personnes. Pour la première fois depuis 70 ans, Richard Catherine revit ce jour où il a ouvert cette porte. Et il redécouvre l'endroit où il s'est réfugié pendant 3 semaines. Ah bah oui, il reste beaucoup de choses quand même, oui, bien sûr. Ah oui. Ça a énormément changé, bien sûr.
rien que dans cette pièce, 15 personnes cohabitaient. Mais ce dont je me souviens bien, c'est l'endroit où on couchait. C'était là. On était tous logés à la même enseigne et on a couché donc sur la paille qu'on a amassée là dans la journée. Au milieu de cette enceinte que forme cette habitation, les familles se sentent en sécurité. Les jours passent et le bruit des combats cesse. Plusieurs adultes partent en éclaireur à Montebourg. Au retour, les mines sont dépitées. Quand ils reviennent, ils nous décrivent ce qui s'est passé. C'est un Montebourg entièrement détruit, une église dans un état pitoyable, toutes les maisons brûlées, pas toutes en fait, il n'y aura pas toutes, mais une grande quantité. Une grande partie quand même. Et c'est là qu'ils ont recueilli auprès des troupes américaines qui sont là cet avis qui consiste à dire « Ne revenez pas tout de suite » car nous sommes en train de nettoyer la ville de tout ce qui peut être dangereux pour une population. Car avant de quitter les villes, les Allemands ont posé des pièges dans les ruines. Il faudra donc encore patienter. Cécile Edouin, la fille du boulanger, se retrouvera elle aussi réfugiée avec ses 7 frères et sœurs dans une ferme. C'est la première fois depuis la guerre qu'elle revient ici. Oui, ça a changé. Les appartements sont toujours là. Ça fait longtemps, hein. C'est loin. C'est loin et ça semble si près, pourtant. Oui. Ils seront plus de 50 à être logés ici. Aujourd'hui, elle retrouve les filles des anciens propriétaires qui ont ouvert leurs portes à ces naufragés de la Libération. Ensemble, elles se souviennent alors des premiers alliés qui sont arrivés chez eux. Il venait se laver parce qu'il en a pris tellement plein de boue. Il est malheureux. Il venait se laver à la maison, et après il se couchait par terre ou dans la maison par terre et on passait par-dessus pour pouvoir aller ailleurs. Parce qu'il n'en pouvait plus, quoi. Puis il était chargé quand même, hein, qu'est-ce qu'il avait. Autrement, il nous donnait du pain. Pain blanc, des gâteaux, chocolat, des bonbons à plat. Les conserves. Ceux qui venaient de la banque, dans la puissancerie, là. Oh là là, tout ce qu'ils pouvaient apporter. Après des années de privation, les soldats américains arrivent chargés de provisions. C'en est fini des Allemands. Place à la liberté. Édouard Pimon et Daniel Debaut se souviennent comme si c'était hier de l'arrivée des Américains sur la place du village de 40 ans. La joie est alors immense. De bonne heure le matin, ça mitraillait moins. Alors on avait un mettre notre nez dehors. On a aperçu des Américains tout le long des maisons qui attendaient pour continuer d'avancer. Et puis alors quelques minutes après, ils sont arrivés dans la rue, tout le monde a sorti, leur sauté au cou. Tout le monde avait sorti tout de suite des drapeaux. Nous, on ne l'a pas fait, mais il y a des gens qui ont sorti des bouteilles de champagne. C'est une journée formidable, la libération, vous vous rendez pas compte? Au bout de 4 ans d'occupation. Ces hommes et ces femmes sont les derniers témoins vivants de cette histoire. Une histoire qui est à présent la nôtre et que nous ne devons jamais oublier. Un dimanche en France consacré au débarquement, la voie de la liberté avec Jean-Sébastien Petunemanche, Evelyne Thomas et Sainte-Mère-Église qui sont là en grand nombre sur cette plage. Plus d'une semaine de commémoration, nous en sommes fait l'écho tout au long de la semaine avec Midi en France, de 10h50 à 11h45 sur France 3 et évidemment particulièrement aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a beaucoup encore d'agitation ce dimanche et puis tous les uniformes qui sont là. Et les musiques évidemment qui vont avec celles des Alliés. Sainte-Mère-Église a vécu toute cette semaine du 70e débarquement, la commémoration du 70e débarquement, et particulièrement avec, entre autres, des musées qui sont là à l'année. Tous les musées normands sont là à l'année pour vous faire que cette mémoire existe encore et se préserve. Et c'est justement ce qu'a fait notre ami Vincent Ferniaud. Mon Vincent, il est allé voir les objets et le musée ici à Sainte-Mère-Église. C'est bien ça, Vincent? T'es au musée, là, hein? Ouais, Laurent, le temps pour moi de descendre de ce C-47, qu'on appelle dans sa version civile le DC-3, le Dakota, c'est un avion qui a vécu le débarquement et qui ensuite est venu ici en 83. On a bâti ce bâtiment du musée autour de l'avion. Donc c'est vraiment la pièce centrale avec tous les gars de la 101e qui sont là. Regardez les toiles de parachute qui sont devant moi. Alors,
ce bleu-vert, c'est un bleu un peu décoloré, ça c'était le matériel médical, hein. C'était la toile des matériels médicaux qui était larguée. En revanche, le rouge qui se trouve ici, c'était les armes et les munitions qui étaient larguées. Comme ça permettait d'identifier au moment où on larguait ces grands parachutages, d'avoir une identification de ce qui était dans les caisses que l'on retrouvait sur le terrain. Et là, eh bien justement, ça c'est une pièce extrêmement émouvante, puisque c'est la chasuble de l'aumônier Wood, Chaplain Wood, qui était un gars de cette division de la 92e du 505e PIR, c'est-à-dire le régiment d'infanterie parachutiste. Et vous voyez, sa chasuble, puisque lui a débarqué ici, a soigné tout de suite les blessés et a réconforté les mourants, sa chasuble a été faite avec les toiles de parachute qui nous entourent. Hein, le rouge, le bras armé de Dieu, et le bleu, ce bleu-vert un peu délavé, qui soignait les âmes, bien entendu. Alors, j'avance un petit peu sous ce Dakota, en faisant attention, parce qu'il ne faut pas se cogner. Et là, j'ai une pièce tout à fait émouvante. C'est un penny, un cent, une pièce d'un cent. Cette pièce a été cachée à bord de cet appareil en 1944, avant le débarquement, par un des mécaniciens de bord qui s'appelait John Glitter. Et John, lorsqu'il est revenu ici en 1983 pour l'inauguration du bâtiment, reconnaît son avion et dit « C'est mon avion, c'est mon Dakota et je vais vous le prouver ». Il monte à bord, il va chercher dans ce siège de pilote où il avait caché cette pièce, il ouvre et retrouve ce penny qui depuis ne quitte plus évidemment ce musée, a retrouvé son avion fétiche. Je vais le poser là. Alors, on a évidemment ici des tas d'objets qui ont vécu le débarquement, qui ont vécu la guerre, comme à l'exemple de ces flight jackets. Vous connaissez les blousons, ces blousons de pilote, hein, ces tenues de pilote. On est tout autour, entouré de ces soldats, de mannequins qui représentent les soldats de l'époque, les soldats américains. Et ce flight jacket complètement patiné, eh bien, je dirais que ça fait des frissons, rien que de le toucher. J'ai une autre pièce absolument incroyable. On avait un cent et là, on va passer à $1. Alors, ce dollar, regardez, vous verrez qu'il en manque un morceau. Pourquoi ? Eh bien, c'est une sorte de pièce porte-bonheur que des soldats, là aussi, au moment du débarquement, se sont séparés en trois. Vous savez, comme on pouvait casser en deux ou en trois un billet pour simplement se porter bonheur et de se dire on se retrouvera après la guerre et on reconstituera. Eh bien, en 1983, dans une réunion de leur régiment d'infanterie parachutiste, ces gars-là, en Oregon, sont venus rapporter leur morceau de billet. Malheureusement, il manque celui de Bill Farmers, qui est malheureusement tombé au combat lors du débarquement. Voilà, on est sous cet avion magnifique, ce C-47. Regardez, c'est imposant, c'est vraiment l'avion qui a servi au débarquement, au largage de tous ces parachutistes américains. Il a servi longtemps, il a rempli des fonctions également dans l'armée française par la suite. Et aujourd'hui, il coule des jours paisibles ici, dans le musée de Sainte-Mère-Église, où il a bien mérité de se reposer et d'être admiré par les visiteurs. Merci Vincent qui vous fait vivre ce 70e anniversaire du débarquement ici à Sainte-Mère-Église avec la commémoration. Et ne l'oubliez pas, les musées normands sont ouverts à l'année et vous pouvez aller vous aussi commémorer ce débarquement. Donc vous l'avez compris, la voie de la liberté est ouverte et levée. Et là, on peut dire que la Normandie reste une terre de mémoire. Avec Vincent Ferniaud, Jean-Sébastien Petit-Demange et Evelyne Thomas qui s'intéresse aux civils évidemment et qui recueille les témoignages avec son savoir-faire, sa convivialité, sa proximité. On vient de le voir à l'instant avec Vincent. Evelyne, évidemment, les objets retrouvés permettent de remonter le temps et surtout parfois de raconter des histoires. C'est ce que tu voulais nous qui conter. Raconte la grande histoire. Hein. Et de mettre parfois un nom sur tous ces GI qui ont disparu dans le bocage normand. C'est ce qui est arrivé à un agriculteur. Des décennies plus tard, il retrouve dans son champ, près du Mont Castres, théâtre d'une sanglante bataille, il retrouve une plaque avec un nom, Keys. Il donne cette plaque à sa fille la donne à son professeur au collège. Tous les élèves vont se mettre en quête, vont mener l'enquête jusque dans le Montana pour retrouver la famille de ce fameux Keys qui lui est mort. Mais la famille, elle est très très loin là-bas et elle est reconnaissante. Entre juin et novembre 1944, plus de 830 000 Américains débarquent à Utah Beach, en Normandie. Parmi eux, un jeune homme de 26 ans. Il pose le pied sur le sol normand. Nous sommes le 16 juin. Il s'appelle Gerald Keys. Son nom aurait pu tomber dans l'oubli. Et donc la première infirmerie, elle était juste de l'autre côté. Okay. Pourtant, 70 ans plus tard, cette incroyable découverte, sa plaque d'identité retrouvée par un agriculteur de Sainte-Mère-Église.
Donc c'est en allant chercher mes vaches pour la traite, quoi. Et j'ai aperçu quelque chose qui brillait. Donc je l'ai ramassé, je l'ai essuyé, elle était pleine de terre. J'ai frotté, j'ai vu le prénom, le nom du soldat. J'ai dit tiens, ce serait intéressant d'en savoir plus. Agathe, la fille de l'agriculteur, parle de la découverte de son père à cet homme. C'est son professeur d'histoire. Patrick Fissot s'empare du sujet. Il décide de mener l'enquête sur Gerald Keyes. Ses chances de réussite sont minces. Pourtant, après des mois d'investigation, il en apprend enfin un peu plus sur le jeune soldat américain. J'ai des exemples de coupures de presse de l'époque. Gerald Keyes a été fermier dans un ranch du Montana, au nord des États-Unis. Appelé en 1942 par l'armée américaine, il fait partie en 1944 d'un bataillon de tank destroyers, des chasseurs de chars. On a énormément d'informations. Et en fait, il faut arriver à retrouver tous ces documents-là, les uns derrière les autres, pour pouvoir retracer donc, avec précision le parcours. Une petite histoire dont Patrick va se servir pour enseigner la grande à ses élèves de terminale. Ensemble, 70 ans plus tard, ils reprennent les routes de la Manche sur les pas du soldat. Quand Gerald Keyes est arrivé avec son unité, le 607e bataillon anti-char, c'est un petit peu le paysage qu'il a dû voir. Et tout ça, en 1944, était tenu par les troupes allemandes. Et l'unité à laquelle il était rattaché, autrement dit la 90e division d'infanterie, avait pour mission de franchir ces positions-là. Et le parcours du soldat Keyes va mener ce petit groupe sur le mont Castres. Là, vous voyez, on est sur le côté en fait du mont Castres, qui était abordé par le régiment auquel Keyes était rattaché. Et on peut imaginer que c'est dans ce secteur-là donc qu'il a combattu. Et c'est ici que le soldat Keyes sera gravement blessé. Touchés par l'aventure de ce soldat héroïque, les lycéens vont se confier. Pour nous, c'est des lieux qui ont toujours été en paix, entre guillemets, donc c'est un peu dur d'imaginer qu'il y a eu de durs combats ici. Je pense que ça apporte plus le côté humain. Qu'en histoire, on est juste avec nos livres, quelques photos, des témoignages écrits. Mais si la plaque d'identité du soldat Keyes a été retrouvée dans ce champ de Sainte-Mère-Église, ce n'est pas un hasard. Les Américains y ont créé un hôpital pour les soldats du débarquement. C'est ici que Gerald Keyes, transporté d'urgence pendant la bataille du Mont Castres, va trouver la mort le 9 juillet 1944. Le soldat est inhumé dans un cimetière provisoire de Sainte-Mère-Église. Ici, un simple monument commémoratif. Il n'indique que le nom de la 90e division d'infanterie, pas celui du soldat Gerald Keyes. L'occasion pour le professeur d'aborder le programme d'histoire avec ses élèves. Au départ, on va inhumer ici les parachutistes, puisque ce sont les parachutistes qui combattent sur le secteur de Sainte-Mère. Mais en fait, une fois Sainte-Mère libérée, les combats vont continuer. Dans le premier cimetière, assez vite, on se rend compte qu'il n'y a plus assez de place. Et Gerald Keyes va se retrouver inhumé là, suite à son décès à l'hôpital. Ici, on touche l'histoire de près. Patrick Fissot l'a bien compris. Plus qu'un professeur, c'est un passeur. Ses cours d'histoire grandeur nature marqueront sans doute à jamais la scolarité de ses élèves. Dans le coin de Sainte-Mère-Église, on se sent concerné aussi parce que c'est l'histoire de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Nous, on a une particularité, c'est de vivre au milieu d'un lieu d'histoire. Donc je pense que c'est important de l'utiliser. Parce qu'on n'arrête pas de parler de devoir de mémoire. Moi, je préfère l'expression de devoir d'histoire. On fait de l'histoire à l'échelle du quotidien. Une incroyable histoire qui incite les habitants de Sainte-Mère-Église à confier de nouvelles plaques à la classe de terminale. La plaque de James Strong sera peut-être le début d'une nouvelle enquête, d'une nouvelle aventure pour Patrick Fissot et ses élèves. On vous conte ces histoires et cette mémoire, terre de mémoire ici en Normandie à l'instant avec Evelyne et avec Jean-Sébastien. C'est Évidemment. Cold Case en Normandie, c'est formidable. C'est passionnant. Justement, Jean-Sébastien, le devoir de mémoire ici est entretenu de ces milliers de soldats tombés à longueur d'année, on peut dire. Hein. Absolument. Les lieux de mémoire, évidemment, il y a les plages, il y a les cimetières aussi qui tiennent une part plus qu'importante. Plus de 100 000 soldats sont morts en Normandie durant cet été 1944.
on dénombre 28 cimetières militaires en Normandie, les plus nombreux étant ceux du Commonwealth et du Royaume-Uni, parce que, en vertu d'une très ancienne coutume de l'armée anglaise, les combattants doivent être mis en terre là où ils sont tombés. De là, le grand nombre de cimetières anglais. Les Américains, eux, ont rapatrié 13 000 des leurs juste après la bataille de Normandie, mais à Colville-sur-Mer, il reste 9 387 tombes sur le vert d'un gazon immaculé, terre concédée pour l'éternité aux États-Unis. Colville est un des paroxysmes de l'émotion dans le circuit du souvenir. Et puis il y a les cimetières allemands, parce que 78 000 soldats allemands sont enterrés aussi en Normandie, dont 21 300 au cimetière de la Cambe. On comprend encore plus pourquoi la Normandie, aujourd'hui, n'est pas un lieu complètement tout à fait comme les autres. Le 6 juin 1944 et les 100 jours qui suivirent, ils ont été des milliers à mourir au combat. Parmi eux, des Américains qui ont sacrifié leur vie sur l'autel de la liberté, notre liberté. Pour honorer leur mémoire, la France a fait aux États-Unis une concession pour y installer le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Si l'endroit est une enclave américaine, Welcome to Normandy American Cemetery. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est bien le droit français qui s'applique ici. On n'a pas besoin des passeports du tout. C'est pas nécessaire pour entrer dans le cimetière. C'est toujours le soldat français. Dans ce cimetière sont enterrés les corps de 9 387 personnes, dont 307 inconnus. Ce lieu de mémoire et de recueillement est fréquenté par 15 000 visiteurs par jour en été. Ils n'ont pas nécessairement de lien de parenté avec les défunts soldats. C'est le cas de cette professeure américaine. Nous sommes très liés à la France. J'essaie toujours d'enseigner à mes élèves le lien entre les États-Unis et la France. De façon évidente, la victoire ici est une victoire en soi pour l'humanité tout entière. Nous ne serions peut-être pas ce que nous sommes si le débarquement n'avait pas eu lieu en Normandie. C'est un endroit très important à visiter pour nous. C'est de l'histoire vivante, c'est pour ça que nous voulons les emmener ici. Constant est passionné par l'histoire du débarquement. Et pour chaque tombe, il a une histoire. Donc nous sommes arrivés devant deux sépultures particulières. Il s'agit d'un père et de son fils enterrés ici. Il s'agit d'Olyride et Olyride Junior. Il faut savoir que le père est tombé en Normandie au mois de juillet 1944. Et quelques temps auparavant, son fils, Olyride Junior, est tombé, lui, en Italie. Et finalement, la commission pour laquelle nous travaillons ici a ramené ces deux soldats pour les enterrer ensemble au cimetière de Colville. Malgré tout, il est difficile de rendre hommage à tous les soldats disparus. Alors, pour n'oublier personne, une voix cite leur nom en permanence. Le drapeau se baisse, il est 17h15 et une webcam filme les lieux 24 heures sur 24, permettant ainsi de faire partager au plus grand nombre l'esprit de ce lieu de mémoire. Et l'ennemi d'hier repose aussi en paix en Normandie. À la Cambe, ce petit village compte 650 âmes. Mais ce sont plus de 20 000 soldats qui reposent en périphérie de la cité, ici dans le plus grand cimetière de guerre allemand en France. Le cimetière de la Cambe. Au premier regard, on est surpris par la discrétion de l'endroit. Des petites croix de Malte en granit, mais surtout des stèles horizontales presque invisibles. J'étais frappée par la différence entre le cimetière américain et le cimetière allemand, comme si ici, il fallait se cacher, bien qu'il y ait le double de morts du côté allemand que du côté américain, pour cette bataille-là en tout cas. L'ange gardien de ce cimetière, son conservateur, c'est Lucien. Passionné d'histoire et passionné par la Seconde Guerre mondiale, il est ici chez lui. D'ailleurs, sa maison jouxte le cimetière. Chaque jour, depuis 26 ans, Lucien accueille les visiteurs, mais surtout écoute les familles dans la peine.
Trait d'union entre les cultures françaises et allemandes, Lucien prend ce rôle très à cœur. Vivre au milieu des sépultures n'est pas un fardeau pour lui. Je n'ai pas l'impression de vivre parmi les morts. Parce que quand vous avez des familles ou des vétérans qui viennent et qui vous parlent du soldat qui est enterré là, ils vous racontent en quelques mots, résument la vie et on a l'impression qu'il est toujours là. Et pour apaiser cette blessure historique, Lucien encourage sans cesse à la compréhension de l'autre, notre ancien ennemi, notre voisin. Nous, qui vivons aujourd'hui en paix dans les pays libres, nous ne sommes pas capables de juger ce qu'ont fait ces soldats-là. Nous ne vivons plus dans un état de dictature ou de pression comme ces jeunes gens. Et on peut toujours se poser la question, dans les mêmes circonstances, avec le même environnement, est-ce que je ne serais pas devenu comme eux? Ou est-ce que je ne me serais pas engagé pour sauver ma famille, mes frères, mes sœurs? Je crois que personne ne peut jurer de ça aujourd'hui. À la fois immense et si discret, le cimetière allemand de la Cambre ne laisse aucun visiteur indifférent. Ici, chacun se retrouve confronté à sa propre condition, à ses propres choix. Comment accepter l'inacceptable? Tout le monde devrait se poser la question, comment peut-on se laisser emprisonner dans une idéologie qui n'est pas acceptable? Une partie du travail de mémoire, c'est de se souvenir, d'essayer de comprendre pourquoi tout ça. Pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est ce que l'on tente aussi de vous expliquer aujourd'hui à travers cette émission que vous suivez sur France 3, Un dimanche en France, le débarquement, la voie de la liberté, et puis cette émotion-là à travers ces deux cimetières que nous vous invitons à venir découvrir lorsque vous viendrez ici en Normandie, le cimetière de Colville, le cimetière de la Cambre, comme vous l'a présenté à l'instant Jean-Sébastien Petit-Demange. Évidemment, Evelyne, il y a des personnes qui se mobilisent tout au long de l'année pour faire ce devoir de mémoire. Tu peux nous en parler? Oui, parce que les derniers témoins bientôt ne pourront plus raconter eux-mêmes cette histoire, parce que l'horreur absolue de la solution finale, il ne faut pas oublier que c'était il y a à peine 70 ans, parce que nos libérateurs sont enterrés ici, Jean-Sébastien vous l'a dit, ici en Normandie, que nous sommes libres grâce à eux. Eh bien Michel, qui est une Normande, qui avait 10 ans et qui est aujourd'hui avec nous dans le public, a décidé de s'allier à un jeune de 25 ans avec un geste simple. Une rose pour aller fleurir quelques tombes au cimetière de Colville. Un geste pour se souvenir, une fleur portée par 2 générations comme un témoin, un flambeau, pour ne jamais oublier que tout cela est bien arrivé. Le 10 juin 1944, 4 jours après le D-Day, dans ce coin de Normandie, un drame va survenir. Tout le monde est parti au travail, comme c'était la ferme, tout le monde a des occupations. Et moi, j'avais 10 ans, j'avais très peur. J'aimais être dans la tranchée, il y a que là que j'avais pas peur. Les Américains attendaient pour avancer. Il n'y avait aucune résistance, il n'y avait pas d'Allemands. Alors donc ils ont descendu et malheureusement, ils ont aperçu l'entrée de cette tranchée. Et ils ont des doutes qu'il y avait peut-être des Allemands, peut-être qu'il y avait... Enfin, ils ne savaient pas. Et donc par sécurité, ils ont lancé une grenade incendiaire. Michel va être très grièvement blessée. Les chirurgiens parviennent à sauver son bras, mais elle perd un œil. Malgré ces séquelles causées par les Américains, elle garde foi en eux. Les Américains nous prenaient en photo. C'est pour ça que nous avons ces souvenirs, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas grand-chose. Alors, quand on revoit cette photo de mes parents qui revenaient de traire les vaches, et moi qui tenais l'âne, et c'est devant juste le lieu où était la tranchée. Des années plus tard, sans aucune rancœur, Michel reçoit chez elle 3 vétérans américains venus se recueillir sur la tombe de leur compagnon d'armes. Parmi eux, Frank Towers, quand celui-ci lui propose de créer une association pour honorer ses camarades morts pour la France, elle adhère aussitôt. On transmet ce devoir de mémoire de ces gens qu'on tellement donné, qui ne demandaient rien. Ils sont venus nous... Parce que malgré tout, après ces 4 années, on était heureux d'être libérés. L'association compte aujourd'hui plus de 4000 membres. Ses adhérents fleurissent au moins une fois par an, une ou plusieurs tombes du cimetière américain de Colville-sur-Mer. Surplombant la plage d'Omaha Beach, le cimetière américain de Colville invite au souvenir. Sur 70 hectares, 9387 soldats américains, morts lors de la bataille de Normandie, reposent en paix. Chaque stèle est orientée vers l'ouest, vers leur pays natal.
des milliers de kilomètres les séparent de leur famille. Alors pour ne pas les oublier, l'association Les Fleurs de la Mémoire s'est donné pour mission justement de fleurir leurs tombes. Michel et Romain en font partie. Ils honorent ainsi le sacrifice de ces hommes pour la liberté. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est grâce à tous ces jeunes qui ont donné leur vie et que les familles attendaient, qui sont là. Et vraiment venir se battre à des milliers de kilomètres de chez eux pour des gens voilà, dont ils ne soupçonnaient pas forcément l'existence. Pour moi, c'est vraiment important de se souvenir de ces gens-là, quoi. Michel s'occupe aujourd'hui de 20 tombes. Devant celle de ce soldat, elle est toujours très émue. Il a été tué le 10 juin 1944 et le jour que j'ai eu mon accident, j'étais blessée. Moi, j'ai eu la chance, grâce à lui, on a été libérés. Et lui, il est resté là, sa famille l'attendait. C'est pour cela que se recueillir sur sa tombe est très important pour elle. C'est signe que on pense à lui, qu'on le remercie, et que grâce à lui, qu'on aura peut-être des jours plus heureux. Certains membres de l'association n'ont pas connu la guerre, mais quel que soit leur âge, cette période terrible les touche profondément. C'est le cas de Romain. À 25 ans, passionné par le débarquement, il a choisi de travailler à Sainte-Mère-Église dans un musée consacré aux parachutistes américains. Cet intérêt pour cette grande page de l'histoire, il la doit à sa famille. Depuis tout petit, je suis baigné dans cette histoire, en fait. Mes grands-parents ayant vécu les événements en 1944, j'ai toujours posé des questions. Aujourd'hui, Romain voue une admiration sans borne aux soldats américains. Pour moi, ces hommes sont un exemple de courage. Dans le cadre de l'association Les Fleurs de la Mémoire, il a choisi d'honorer le souvenir de 7 soldats à Colleville-sur-Mer. Certains n'ont jamais été retrouvés. Leur nom est inscrit sur le mur des disparus du cimetière. Pour moi, c'est vraiment important de se souvenir de ces soldats-là, parce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas le corps qu'il faut les oublier. Ils se sont battus tout autant que les autres. Romain fait donc des recherches pour connaître l'histoire de chacun d'eux. Là, en fait, je viens de mettre une fleur pour le soldat Ainsworth, donc, que vous pouvez voir ici. Ainsworth, un Américain de 18 ans qui était à bord d'un bateau de guerre. Ce navire, le Léopoldville, en fait, a été coulé par des vedettes allemandes le soir de Noël 1944. Voilà. Donc ce soldat, en fait, repose en mer au large de Cherbourg. Cette forte implication de jeunes comme Romain touche beaucoup Michel. Pour elle, l'action des Fleurs de la Mémoire s'adresse à eux, car déposer une fleur, c'est aussi prendre conscience de l'apport des anciennes générations. J'espère que c'est ça, c'est que notre vie, qu'elle ne soit pas restée, qu'elle aura servi à quelque chose, hein, et qu'on aura pu transmettre à nos jeunes ce devoir de mémoire, ce devoir, la liberté, que nous avons la chance d'avoir, ce bonheur, un tas de choses. Il faudrait qu'ils l'apprécient, il faudrait qu'ils sachent reconnaître tout ça et le vivre à plein. Une seule rose pour se souvenir de tous ceux qui se sont battus pour nous, pour notre liberté. Et une seule rose pour vous, Michel. Très ému encore aujourd'hui et 70 ans après. Une rose. Continuez à témoigner aux jeunes et les jeunes qui se battent aussi pour continuer à se souvenir. Regardez ces témoins qui sont avec nous aujourd'hui. Je les remercie encore comme Michel. Il y a Michel, il y a Geneviève, Marcel, Julien, Édouard et Daniel qui sont avec nous, qui ont été les témoins de ce débarquement, de cette bataille de Normandie, plus de 100 jours d'affrontements qui ont libéré l'Europe. Et puis tout s'est passé ici à 4h30 du matin à Sainte-Mère-Église, première ville libérée d'Europe. On vous le rappelle, c'est pour ça que nous avons passé la semaine ici avec toute l'équipe de Midi en France, du lundi au vendredi, et puis aujourd'hui, dans cet hommage que nous rendons, que France Télévisions rend à cette Normandie et évidemment à ce débarquement. Tes sentiments, Jean-Seb, sur cette semaine passée ici, rapidement? J'ai envie de faire une seule chose. Ah, joli. Voilà. C'est lui qui offre la rose à Michel. Sur ce sentiment d'émotion que nous avons eu tout au long de la semaine ici à Sainte-Mère-l'Église, pour vous faire partager, et entre autres aujourd'hui,
ce débarquement, 70e anniversaire du débarquement, plus d'une semaine ici, jusqu'à demain soir, on vous le rappelle, en Normandie, principalement ici à Sainte-Mère-Église et sur les côtes de la Manche, où il y avait cette plage d'Utah. Et puis, on peut penser évidemment au Calvados, hein, tout proche, qui a eu... avec les 4 autres plages. Les 4 autres plages. Hein. Omaha, Sword, Juneau et Gold. Tout cela est porteur d'une histoire qui aujourd'hui est universelle. Et comme me le disait Michel, elle n'est pas toute seule. Il y a des milliers de jeunes derrière qui vont porter ce message. On l'a vu cette semaine. Hein. Qui est né ici. Ouais, vraiment. Et puis, vous avez vu ici qu'il y a beaucoup de reconstitutions et puis beaucoup d'uniformes également. Et on fait revivre vraiment cette époque pour que tout à chacun comprenne. Vous voyez ces images avec évidemment les véhicules d'époque qui sont entretenus par bon nombre de fédérations ou d'associations. Et puis, bon nombre de gens aussi qui font revivre les costumes d'époque. On le voit ici, par exemple, sur ce plateau avec Marion, qui est venue avec Margot, et qui sont habillés évidemment dans les costumes d'époque. Vous voyez, même les femmes sont dans cette tenue. Un grand merci aux équipes d'RG et à la filière de Rennes de France 3 qui nous a accompagnés au Sainte-Mère-Églysais. Vous vous en doutez, pour avoir été avec nous. Un grand merci à Vincent Ferniaud, grand merci à Jean-Sébastien Petit-Demange, l'historien, et à Evelyne Thomas pour la proximité qu'elle donne à cet événement. Merci à vous de nous avoir suivis, évidemment. Et puis notez que, regardez où nous serons demain matin avec Midi en France. Nous serons le 9 juin, ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur, place du Grand Jardin, à Vence. Donc rendez-vous demain matin sur France 3 dès 10h50. Bonne fin de journée sur France 3.